Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Minutes Qualité du médico-social qui sera dédié aujourd'hui à la thématique des plans d'action avec quelques notions clés et un retour d'expérience de la résidence Françoise Dandigné pour illustrer nos propos. On va animer ce MQMS à plusieurs voix, donc avec Solène qui est connectée. Bonjour à tous. Et puis, à la technique, mais pas que, j'ai envie de dire également au niveau du chat, Antoine. Bonjour à tous et bienvenue à CMQMS. Donc, comme habituellement, vous en avez désormais l'habitude, vos micros sont coupés. Un temps de questions vous sera proposé en fin de session. Donc, n'hésitez pas à alimenter le chat au fur et à mesure. Et puis, en revanche, vous pouvez bien évidemment ouvrir vos caméras pour favoriser les échanges. Donc, au programme du jour, vous l'avez vu, on tente d'innover avec la mise en place de quiz. Donc, un certain nombre d'entre vous ont déjà participé à un quiz et on va vous en proposer en direct. On resituera également le contexte et les enjeux de la mise en œuvre des plans d'action dans le cadre du management par la qualité. On refera un point sur comment je mets en œuvre au travers de messages pédagogiques les plans d'action dans mon établissement. Une illustration par un retour d'expérience. On vous partagera comme habituellement les ressources pour avancer et comme on le disait, on conservera un temps assez important pour vos questions et les éventuels échanges. Et je vais passer la parole à Solène pour animer cette partie sur le quiz. Alors, au préalable du coup de ce MQMS, quand on vous a adressé le lien de connexion, on s'est dit voilà, on avait un peu envie de vous questionner sur vous, le plan d'action, un peu comme des deux petites questions de mise en bouche par rapport aux différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, la première question qu'on vous a posée, c'est combien de plans d'action existent au sein de votre structure? Et les résultats, donc il y a eu quelques répondants parmi vous, et donc là, on voit les résultats s'afficher. C'est assez intéressant de voir que, bon, quand même, la majorité, enfin la plupart d'entre vous, 40%, a mentionné avoir un plan d'action global d'amélioration de la qualité et de la sécurité des accompagnements dans son établissement. Mais certains d'entre vous mentionnaient avoir 5 à 10 plans d'action, 2 à 5, et puis même plus de 10 plans d'action différents. Donc, vous allez voir, je n'en dis pas plus pour le moment. Ce sont des sujets qu'on va réaborder par la suite dans les messages pédagogiques. Mais bon, voilà, c'était un petit peu intéressant, on trouvait, de faire ce petit état des lieux pour commencer. Et puis, on vous a posé une seconde question. C'était de savoir à peu près vos plans d'action, eh bien, combien d'actions étaient recensées dans ces plans d'action. Et puis, pareil, on peut voir que pour certains, c'est moins de, enfin, 50 ou moins de 50 actions recensées. Certains ont plus de 100 à 250 actions. Et puis entre 50 et 100 actions pour d'autres, donc 25%, puis mais quand même 50% d'entre vous, pardon, ont répondu inférieur à 50 actions. Donc voilà, c'était un petit peu pour se donner voilà, un état des lieux, un petit panorama avant de démarrer ce plan d'action, et vous verrez qu'on va réaborder évidemment ces éléments dans la suite de la présentation. Et puis pour continuer justement sur les petites questions qu'on souhaitait vous poser sur le plan d'action, on vous propose là de vous connecter, en fait, de prendre vos téléphones pour ceux qui l'ont à côté de vous, et puis de vous munir de la petite application là si vous l'avez sur vos téléphones pour pouvoir lire les QR codes pour accéder à la suite en fait de notre questionnement avant de démarrer les messages pédagogiques et de les repositionner ensemble et pouvoir échanger par la suite. Donc, si c'est OK pour tous, de prendre vos téléphones et puis de pouvoir, euh, comment dire, lire le QR code pour pouvoir vous connecter au WooClap, en fait. C'est voilà, la petite plateforme support. Alors, si jamais il y a un souci, vous pouvez mentionner dans le chat où on n'est pas nombreux, donc vous pouvez nous le signifier aussi en ouvrant votre micro.
Et vous allez voir, dès qu'il y aura déconnecté, on vous mettra sur la question. Émilie vous mettra la question et vous aurez en fait la question qui apparaîtra et vous pourrez répondre. Alors, est-ce que c'est petit à petit, je sais pas si tu vois Émilie Et je vois qu'il y a une dizaine de personnes. qui se connecte. Je laisse Ouais, on vous laisse quelques quelques instants. instants et puis on va passer à la question. Ça n'a plus trop l'air de bouger. Je vous propose de passer à la question. Alors, on vous laisse prendre connaissance. Donc, on voulait savoir votre plan d'action ou vos plans d'action pour savoir s'ils sont en cohérence avec votre stratégie institutionnelle. Donc là, on peut voir s'afficher en direct. C'est pour ça que QuickUp c'est assez intéressant. On voit les réponses en direct s'afficher. Donc pour le moment, oui. Alors, est-ce que tout le monde a bien pu répondre parmi les gens connectés? Donc normalement, vous avez les deux questions qui s'affichent et puis en bas, vous avez un petit validé qui est dans une bulle bleue. Ah, progressivement, on voit qu'on a 6 répondants. Donc pour la plupart, pour tous les répondants, votre plan d'action est en cohérence avec votre stratégie institutionnelle. Donc ça, c'est pareil, on va reprendre dans les messages pédagogiques. Je vous propose de passer peut-être à la Ouais. deuxième question du coup. Et donc, on voulait vous interroger aussi sur comment votre plan d'action, du coup, de façon plus générale, est alimenté. Alors, vous pouvez cocher plusieurs, enfin, en tout cas, cliquer sur sélectionner, pardon, plusieurs réponses. Donc, est-ce qu'il est alimenté par votre politique qualité, les différentes évaluations, notamment l'évaluation HAS, l'analyse de vos événements indésirables associés aux soins ou aux accompagnements, les relevés de décision des instances, tout ce qui est avis du CVS, mais également tout ce qui est projet d'établissement, le CPOM, les inspections, et puis de façon plus large, les évaluations que vous pouvez réaliser. Donc là, on voit, voilà, les réponses au fur et à mesure, donc qui reprennent à peu près toutes. Alors, beaucoup d'entre vous, évaluation HS arrive en tête des réponses. Les résultats d'évaluation d'HS, pardon. Votre politique qualité, mais aussi tout ce qui est donc plus lié à la vie de l'établissement et puis en lien avec l'établissement, donc l'analyse des événements indésirables, les évaluations. Ok. Pour certains, donc là, il y a 4 répondants qui ont répondu ça. On a aussi tout ce qui est, pour ensuite 3 répondants sur le relevé de décision des instances, avis du CVS. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et puis, 2 parmi les répondants ont mentionné le projet d'établissement et aussi le CPOM. Donc on voit, voilà, c'est un peu différentes sources, si on peut dire, d'alimentation du plan d'action. Euh, Alors, pour Parmi la vos question réponses, ouais. suivante, Solène, je repartage un QR code. Oui. Donc, de la même façon, vous pouvez vous connecter à ce nouveau QR code pour poursuivre les questions. Alors, chacun, ça se connecte, j'imagine, Émilie. Oui, progressivement. J'ai 6 connectés pour le moment. On va laisser 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre sur cette nouvelle série de questions. Et puis, je vais afficher de la même façon la question. Je ne vois plus trop les connectés bouger. Je propose de passer à la question. Alors, la question suivante, pour poursuivre un petit peu notre cheminement sur ce plan d'action, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'il y a des piles à chaque action, a-t-elle un pilote de défini?
Dans votre plan d'action, est-ce que chaque action a un pilote associé? Donc pour l'instant, on a oui pour tous les répondants, mais il n'y en a que deux. Ah, c'est intéressant. Du coup, il y a une personne qui a dit que non, pas forcément chaque action. Ok. Donc il y avait 6 personnes de connectées. Je pense que du coup, enfin, qui ont pu se J'ai 9 connecter. Ah, connectés, 9 connectés, d'accord. Ok. On je attend un laisse petit une peu. petite minute pour voir si Ouais. d'autres Donc, souhaitent participer ou se prononcer. ok, donc majoritairement, à ce qu'on voit, donc la plupart d'entre vous ont répondu oui. Chaque action, pardon, a un pilote défini. Pour certains, c'est pas chaque action, et puis bah pour d'autres, voilà, on sait pas, vous savez pas si chaque action a un pilote défini. Hop, la question suivante. Et notre question suivante, c'était de savoir, bah, est-ce que on sait qui suit, est-ce que vous savez, c'est identifier qui suit le plan d'action au sein de votre établissement. Donc, on voit que ça bouge. Donc, on vous proposait plusieurs réponses. Parmi, voilà, la plupart, les trois. Ah, c'est bon, j'attends que ça se stabilise un petit peu. Donc, on a 5 répondants qui ont mentionné bah, le référent qualité, responsable qualité, hein, qui suit la globalité du plan d'action. Mais il y a aussi la direction pour enfin, pour 4 répondants, toujours. Pour certains, c'est l'encadrement et les pilotes des actions, du coup, bah, pour 3 autres répondants, voilà, qui ont répondu ça également. Et puis certains ont aussi, une personne a mentionné les professionnels contributeurs. Donc, bah, de la même façon, vous allez voir qu'on va rebalayer tous ces différents éléments dans les messages, mais c'est intéressant de voir comment vous vous On vous situez. propose, Ouais. pour cette dernière question, du coup, de recliquer sur le QR code. Alors, même ceux qui ne participent pas avec le téléphone, vous pouvez vous questionner sur vous, comment vous vous positionnez par rapport à ces questions, et puis ça pourra faire partie des échanges et des questions qu'on réévoquera avec vous. Alors, les connectés augmentent. J'attends encore un tout petit peu, et puis on va passer à la dernière question. J'ai l'impression que ça ne bouge plus. Donc, pour terminer, cette partie introductive où on vous questionne, on voulait savoir donc le plan d'action. Est-ce que votre plan d'action fait l'objet d'une communication auprès des différentes parties prenantes qui ont été détaillées, donc usagers proches, professionnels, intervenants extérieurs, partenaires ou tutelles? Alors, pour le moment, on vous laisse répondre. Donc, quand même une grande majorité de répondants, là, 6 personnes, communiquent auprès des professionnels. 7 même communiquent auprès des professionnels. J'attends un peu si ça rebouge. Oui. Ensuite, il y a 5 d'entre vous qui ont répondu qu'il y avait aussi une communication auprès des usagers et des proches. Et puis bah, auprès des tutelles. Voilà. Donc là, c'est les trois parties prenantes, entre guillemets, qui ont été mentionnées. Puis on voit auprès des intervenants extérieurs et des partenaires, bah, du coup, il n'y a pas, personne n'a coché ces 2 éléments-là. Ok, bah merci à vous. C'était la dernière question, si je me Oui, souviens c'est bien, ça. Émilie. Oui. Bah, en tout cas, merci de vous être prêté au jeu. Ce qu'on vous propose, en fait, voilà, c'était intéressant on se disait de pouvoir démarrer en se positionnant comme ça avec quelques petites questions clés. On va poursuivre avec bah, les différents messages pédagogiques sur le plan d'action. Et puis, bah, on aura le retour d'expérience et puis un temps d'échange avec vous où ça pourra être intéressant de mettre en perspective bah, les réponses, vos réponses au quiz avec les éléments qui auront été apportés
là, tout de suite par la suite. Et puis, bah, voilà, il ne faudra pas hésiter à pouvoir en échanger ensemble. Merci Solène. Donc, après cette première partie un petit peu ludique pédagogique, on vous propose de remettre en perspective du contexte et des enjeux, en fait, le plan d'action et notamment dans le cadre du management par la qualité. Donc, on vous le rappelle, quand on est en termes de structuration de démarche qualité et de gestion des risques, c'est vraiment important de pouvoir structurer, mettre en place une instance qui va être en charge de piloter de façon opérationnelle et pluriprofessionnelle la démarche qualité et gestion des risques. Donc, on y reviendra. Ça peut se présenter sous différentes formes, une cellule qualité, un groupe de travail, un comité de pilotage. Et en fait, cette instance aura vraiment en charge la traduction des priorités de votre établissement. C'est pour ça que ça faisait partie d'une des questions. Quel est le lien avec les priorités du plan d'action? Donc, de traduire ces priorités que vous aurez définies en actions qui sont concrètes. Et ça va se matérialiser en fait au travers du plan d'action. Donc, on vous a remis la définition. Le plan d'action, c'est un outil, mais on le verra, il y a des enjeux qui sont bien au-delà de l'outil. Ça ne va pas être la finalité de notre présentation aujourd'hui, qui va permettre de piloter en fait votre activité. Et ça rassemble, pardon, en fait l'ensemble des mesures que vous avez à mener pour atteindre vos priorités qui auront été définies. Donc, c'est bien un endroit où on va synthétiser, rassembler et harmoniser l'ensemble des actions que l'on a définies au sein de son établissement. On le verra dans les messages pédagogiques, mais comment ça se matérialise, comment ça se traduit? En fait, pour chacune des priorités, il doit y avoir une ou plusieurs actions qui sont identifiées et formalisées pour savoir quelles sont les échéances qui sont à mettre en œuvre. Donc, des priorités en termes de temporalité, donc des échéances, des responsables, des pilotes, on y reviendra, et c'est ce qui permet, entre autres, de suivre l'état d'avancement. Donc, c'est vraiment l'outil qui est le baromètre de votre état d'avancement du management par la qualité, de la démarche qualité. On vous a remis ça, ces éléments, en fait, vous les retrouvez dans les fiches méthodes managées par la qualité qui sont accessibles sur notre site et que vous avez reçues en version courrier par les classeurs. Voilà, c'est vraiment un des enjeux fondamentaux dans le cadre du management par la qualité. Également le lien avec la démarche d'évaluation. Alors on l'a vu, vous faites rapidement le lien quand on évoque les sources en fait possibles qui vont alimenter vos plans d'action. Vous identifiez spontanément en fait la démarche d'évaluation HS et c'est vrai que c'est une des priorités qui est identifiée notamment dans le chapitre 3 en lien avec l'établissement et la structuration de la démarche qualité et la gestion des risques et notamment comment vous définissez, vous déployez cette démarche d'amélioration continue. Donc, ça va se traduire notamment par toute l'organisation que vous allez mettre en place et l'évaluation régulière, on y reviendra au travers d'indicateurs et l'actualisation régulière. C'est vraiment ce qui est attendu au niveau de l'établissement. On vous a également extrait, puisque la HS publie des bilans annuels des évaluations et on voit que dans le cadre du bilan 2024, l'élaboration de la politique en lien avec la démarche qualité de la gestion des risques reste un point de fragilité. Et donc, du coup, vraiment des choses à continuer à mettre en exergue et le lien avec le plan d'action se fait de façon assez directe. Voilà, on voulait remettre un petit peu en perspective ces enjeux pour pouvoir maintenant rentrer plus spécifiquement dans les messages pédagogiques. Alors, du coup, de façon globale, euh, voilà, des façons, enfin, comment dire, les principaux messages, enfin, je veux dire, si on résume le plan d'action, pour commencer, c'est un outil pour rappeler en fait que c'est un outil stratégique et opérationnel qui est mis en œuvre dans les établissements ou services, tout dépend de l'échelle à laquelle on se situe, qui va recueillir, enfin de la taille de votre établissement, qui va recueillir et synthétiser l'ensemble des actions d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des accompagnements. Donc voilà, c'est vraiment un outil de pilotage, un outil stratégique et opérationnel. Il est essentiel aussi, le plan d'action, pour définir des objectifs précis et établir les étapes à suivre pour les atteindre. Donc, en fait, toutes vos actions, bah, elles vont concourir à répondre à des objectifs précis.
pour améliorer la qualité, la sécurité des accompagnements. Il facilite aussi, il permet de faciliter la communication au sein de l'équipe, dans le sens où on va pouvoir valoriser les progrès réalisés et puis ce qui permet de voir en fait et de suivre l'évolution des projets. Donc ça permet de voir où on en est, où on en est dans la réalisation et donc de voir tout le travail accompli également et de pouvoir suivre le projet et faire des points d'avancement. Et donc, c'est important de communiquer au sein de l'équipe sur, sur l'avancement, puisqu'en effet, du coup, le plan d'action, c'est un travail d'équipe, puisqu'en fait, il va engager l'ensemble des acteurs et il permet d'assurer et d'impliquer l'ensemble des acteurs dans la mise en œuvre des actions identifiées. Donc c'est pour ça que d'avoir cette communication et de le suivre avec l'équipe, c'est un élément très important pour pouvoir les engager et que tout le monde se sente concerné. Puis en fait, on va le voir par la suite, mais comment dire, tout le monde, enfin tout le monde. Les membres de l'équipe peuvent concourir et être responsables, en tout cas contributeurs des actions identifiées. Donc là, c'était des messages un petit peu généraux et on va reprendre en fait point par point les étapes indispensables pour respecter, pour comment dire, pour mettre en œuvre et pour élaborer votre plan d'action. Donc, si on redécompose les choses, et vous allez voir, on va reprendre des éléments qu'on a abordés dans le quiz et là qu'on vient d'aborder. Donc, déjà, en première intention, il s'agit d'identifier les sources. Et en fait, les sources de vos actions. Donc, les sources, elles peuvent venir de plusieurs niveaux, à la fois au niveau institutionnel. Donc, en fait, au niveau institutionnel, donc ça veut dire que ça va se décliner plutôt de manière descendante. Donc, vous allez regarder un petit peu pour réaliser votre plan d'action, regardez les priorités de votre projet d'établissement. On peut aussi aller regarder son CPOM, la politique qualité, les priorités définies dans la politique qualité. Et vous l'avez bien mentionné aussi, les résultats d'évaluation HAS notamment. Voilà, c'est l'ensemble des choses. Donc, d'aller regarder au niveau institutionnel quelles sont ses priorités et puis les résultats d'évaluation notamment. Donc ça, vous l'aviez bien identifié. Et puis, il y a aussi un autre niveau. Donc là, on va plus se situer au niveau de l'établissement ou de la vie de l'établissement, du service des unités. Donc, en fait, ça va émaner principalement des professionnels sur le terrain via les retours d'expérience, des difficultés rencontrées, via le recueil de la satisfaction des personnes accompagnées, notamment. Ça, c'est aussi une source à regarder pour identifier des actions. Vous avez les résultats d'évaluation. Vous l'aviez vous avez aussi répondu tout à l'heure lors du quiz. Donc sur le terrain, les différents résultats d'évaluation que vous pouvez mener avec les professionnels, les analyses de pratique, notamment, ou voilà, le DUERP, ça peut aussi être une source. Donc, il y a vraiment ces deux niveaux-là et on va le voir tout à l'heure dans le retour d'expérience, de quelle façon, de façon concrète, ça peut être illustré. Ensuite, l'étape numéro 2, il s'agit de définir les thématiques. Donc, dans une même source, donc que ce soit aussi bien, par exemple, une priorité issue de votre projet d'établissement ou bien quelque chose qui va se retrouver issu du terrain des professionnels, en fait, il y a plusieurs sujets qui peuvent être traités. Et ce sont les thématiques. Donc, par exemple, une des priorités du projet d'établissement, ça peut être d'améliorer et de sécuriser le circuit du médicament. Et puis, c'est quelque chose qui peut ressortir aussi de la vie au niveau des professionnels et de la vie de l'établissement. On voit, parce qu'il y a des incidents, des déclarations d'événements indésirables, c'est un des axes aussi à améliorer. Donc, on peut voir que d'une même source peuvent émaner différentes thématiques à identifier. Donc, là, je viens de citer en exemple le circuit du médicament, mais ça peut être le parcours de la personne accompagnée. On peut décider on peut décider où la vie de l'établissement montre qu'il faut travailler les sujets liés en lien avec la lutte contre les maltraitances, identitovigilance, etc. Donc, vous avez comme ça des grandes thématiques à identifier.
donc au niveau institutionnel, mais également au niveau opérationnel. Et ensuite, on va se fixer des objectifs. Ça, c'est la troisième étape. Donc, en fait, pour chaque thématique, il peut y avoir plusieurs éléments à améliorer qui devront être déclinés en plusieurs objectifs. Et c'est important que ces objectifs, pardon, soient réalistes et compréhensibles, parce qu'en fait, fixer un objectif, ça permet de donner un cap en fait à l'ensemble des professionnels et de donner du sens à l'action. Euh, on décide de travailler sur le circuit du médicament. Notre objectif, ça va être de sécuriser ce circuit du médicament. Et puis après, on va définir des actions précises pour permettre de sécuriser. Mais voilà, l'objectif, c'est de la sécurisation. Et donc, la plupart du temps, de façon technique, l'objectif, il doit être défini en utilisant un verbe d'action. En tout cas, c'est quelque chose qu'on recommande. Et donc, je vous le disais, voilà, si notre objectif, c'est de sécuriser, par exemple, le circuit du médicament, eh bien ensuite, l'étape d'après, c'est de décliner les actions qui permettent d'atteindre cet objectif. Donc, une fois les objectifs posés, il est indispensable de dresser une liste d'actions nécessaires pour atteindre l'objectif fixé. Et la finalité, c'est bien de passer de la théorie, pardon, donc notre objectif, à la pratique, qui est l'action. Et en fait, quand on définit cette action, il est important d'avoir en tête de se dire, voilà, il faut que ce soit une action spécifique, qu'on puisse mesurer. Et là, tout à l'heure, on parlera d'indicateurs. Que cette action, elle soit atteignable et réalisable, hein, vraiment, il faut que je puisse et que j'ai les moyens de la réaliser et temporellement défini. Et ça, voilà, c'est de fixer des échéances. On va le dire également, c'est quelque chose de très important. Et on a déjà parlé du coup des acteurs, mais là, l'étape suivante, une fois que vous avez identifié ces actions qui permettent de répondre à des objectifs, et ben, il faut dire qui se charge en fait et est responsable de cette action. Donc, on devra attribuer à un professionnel cette action. Et donc, le responsable de l'action, il a pour mission d'identifier les contributeurs et de s'assurer de la réalisation de l'action et son suivi. En fait, donc j'ai un responsable de l'action, mais c'est pas forcément lui qui va, comment dire, concrètement devoir faire les choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'il identifie les différents contributeurs qui vont permettre de réaliser cette action. Donc, si pour sécuriser mon circuit du médicament, j'ai besoin de mettre un cadenas sur une armoire, par exemple, eh ben, on voit bien que là, ça va. Donc, si c'est l'IDEC qui est responsable de cette action, elle va avoir besoin du concours du service technique, la logistique peut-être, pour concrètement poser le cadenas. C'est un exemple tout bête, mais voilà. Donc, on identifie, pardon, les différents contributeurs. Et donc, le contributeur, c'est un expert métier qui met en œuvre l'action tout en étant force de proposition et puis qui va tenir informé le responsable de son avancée. Voilà, je laisse la parole à Émilie pour la suite. Merci Solène. Et c'est vrai que tu l'as évoqué dans le cadre du suivi des actions. C'est important de pouvoir avoir des actions qui sont temporellement définies. Donc une fois qu'on est au clair sur quelle action on va pouvoir mettre en œuvre, c'est bien le responsable et le contributeur qui vont pouvoir définir en fait et prioriser les échéances avec notamment une date butoir. C'est important parce que sinon ça reste un petit peu une lettre de bonne intention de se dire quelle échéance collectivement on fixe. Alors on va le voir, hein, et ça sera illustré dans le cadre du retour d'expérience. Il faut être raisonnable aussi sur les échéances qu'on se fixe. On évoque notamment dans le cadre de l'évaluation HAS, l'objectif c'est pas que tout soit mis en œuvre, mais que ça soit en fait identifié dans le cadre du plan d'action, donc et que ça soit échéancé. C'est bien nécessaire d'avoir aussi cette temporalité parce que ça permet de stimuler en fait et de donner un rythme dans le cadre de l'amélioration continue. On a bien cette démarche qui est continue et donc la temporalité, la priorisation, c'est aussi ce qui va permettre de garder la motivation des équipes et de montrer en fait que la démarche se poursuit et avance et qu'elle a des résultats. Donc, pour que ça soit efficace en termes de planification, c'est important d'avoir un calendrier qui soit quand même précis, mais qui va permettre quand même, comme je le disais, d'avoir une certaine possibilité d'adaptation en fonction de votre contexte. On sait qu'il peut y avoir des aléas qui vont se présenter et donc du coup c'est important d'avoir cette latitude de pouvoir adapter. C'est aussi ce qui va vous permettre de prioriser, de hiérarchiser ce que vous allez pouvoir réévaluer. Donc le rôle du pilote, c'est bien de se dire régulièrement dans le cadre de mon plan d'action, quelles sont mes priorités, quelles sont les actions que je dois mener et est-ce que c'est bien faisable, est-ce qu'on est sur les bonnes échéances.
L'étape suivante, et Solène l'évoquait également, l'idée c'est de pouvoir mesurer en fait l'impact des actions, parce que on fait tout ça pour pouvoir avoir un impact, comme on le disait, sur l'amélioration des accompagnements. Donc une fois que l'action et la planification sont définies, c'est important de pouvoir se dire, est-ce qu'on répond bien à l'objectif? On a défini un objectif, est-ce que l'action va bien atteindre l'objectif qui est fixé? Et notamment, l'idée c'est de pouvoir réfléchir à des indicateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un indicateur? C'est bien une donnée, en fait, qui va vous permettre d'évaluer de façon concrète, objective, et qui va vous aider à prendre des décisions sur notamment la pertinence de vos actions. Donc, on le disait, les indicateurs doivent être pertinents. Donc, c'est bien en lien avec les objectifs que l'on souhaite atteindre. Ils doivent être fiables, c'est-à-dire qu'ils doivent être reproductifs, basés sur des données qu'on va pouvoir mesurer de façon assez précise, comparables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre l'évolution en fonction de la fréquence que ce sera fixé dans le cadre du suivi de ces indicateurs. Et puis simple, c'est vrai que c'est important de pouvoir aller faire des requêtes qui soient simples pour avoir accès à ces indicateurs. Si vous mettez plus d'énergie à recueillir ces indicateurs qu'à mettre en œuvre les actions, ça n'a pas forcément de sens. Donc voilà, des choses qui sont faciles à comprendre, à interpréter et accessibles. Et une petite mention, c'est pas forcément toujours des indicateurs qui sont chiffrés. Donc voilà, ça peut être des indicateurs binaires également. Donc une fois qu'on a fait tout ce travail de structuration de son plan d'action, c'est important de pouvoir le faire vivre et de le suivre. En fait, c'est pas uniquement je vais centraliser ces informations dans un plan d'action, mais c'est bien quelque chose qui va être vivant. On refait le lien avec la démarche d'amélioration continue et la dynamique que vous mettez en place. C'est bien ce qui va pouvoir de démontrer votre dynamique continue et le fait que ces informations contribuent à améliorer vos organisations et atteindre les objectifs fixés. Donc, c'est pas quelque chose qui est statique, hein, le plan d'action. C'est pour ça qu'on insistait sur la réévaluation régulière. On le disait, ça s'adapte à votre contexte, aux évaluations, aux données que vous allez avoir au fil de l'eau qui vont vous permettre de l'alimenter. Et puis, au regard de l'évaluation des indicateurs, vous allez être amené à le réajuster. Donc, c'est bien quelque chose qui est participatif. On le disait, c'est vraiment un facteur motivationnel qui doit être communiqué auprès des équipes et vous l'avez bien identifié dans le quiz. Et tout le monde doit être impliqué dans cette démarche. C'est pas uniquement l'affaire de la direction, du responsabilité. Voilà, c'est l'ensemble des professionnels qui doivent contribuer au plan d'action. Donc pour ça, en fait, comment faire vivre votre plan d'action? On le disait, hein, et vous l'avez identifié, le préalable, c'est vraiment d'impliquer, de responsabiliser vos professionnels, l'ensemble des contributeurs, et de pouvoir dire que chacun peut se voir attribuer une tâche en fonction de ce à quoi il est concerné. Je suis référent sur un sujet, pourquoi pas être mobilisé sur la mise en œuvre de cette action. Et on le disait, c'est aussi ce qui va impliquer les professionnels et garder le facteur motivationnel. C'est entre autres pour ça que dans le cadre du dispositif d'évaluation, le chapitre 2 est axé sur les professionnels. C'est quel est l'impact en fait de cette démarche par rapport aux professionnels. On le disait, et c'est nécessaire, en fait, le plan d'action, il doit vivre, mais il doit aussi s'adapter à vos contraintes et donc être flexible, ouvert aux ajustements. C'est pour ça que c'est pas quelque chose de figé. Et donc, si vous avez des imprévus qui surviennent, il faut pas hésiter à retravailler, notamment les échéances, les priorités. Voilà. Et c'est important à ce moment-là d'avoir la possibilité d'avoir des arbitrages collectifs sur le sujet des priorités. Et puis, c'est avant tout une façon de valoriser aussi les réussites, puisque c'est ce qui va démontrer que vous mettez en œuvre des actions et que la démarche avance. Et donc, c'est ce qui marque les avancées et l'atteinte des objectifs. Donc, encore une fois, on va le voir et ça va faire le lien avec la communication. C'est un enjeu de motivation auprès des professionnels. Donc la transition, notamment avec la communication sur le plan d'action, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien ce qui va faire vivre la dynamique et c'est important de pouvoir avoir un temps de suivi régulier, alors au travers d'une instance, enfin voilà, on pourra échanger sur comment vous êtes organisé dans vos établissements, mais pouvoir évaluer l'avancée concrète des actions. Donc la fréquence, c'est vous qui la déterminez, ça peut être semestriel, trimestriel, mensuel, mais en tout cas, l'idée, c'est bien d'avoir ce suivi resserré et d'avoir une démarche qui est ancrée, qui est régulière pour pouvoir faire avancer les pratiques des professionnels.
Donc, ça va être un temps en général qui peut être pluridisciplinaire, et bien de se dire, bah voilà, où est-ce qu'on en est en termes d'avancée d'action? Est-ce qu'il y a des actions qu'il faut reprioriser? Est-ce qu'il y a des actions qui sont survenues et qu'on n'a pas intégrées depuis la nouvelle révision du plan d'action? Clôturer des actions, c'est important d'aller jusqu'à la clôture pour montrer l'état d'avancement, on le disait. Réévaluer, évaluer les indicateurs, et puis mettre en perspective au regard de vos priorités à venir pour les années à venir. Et donc, ça peut prendre la forme d'une revue, on appelle ça une revue de plan d'action, qui peut se traduire au travers du comité de pilotage, du comité qualité, des instances, en fonction de votre organisation et de la structuration de la démarche qualité que vous aurez mis en place. On l'a dit, ça intègre des actions d'impact direct ou indirect sur la qualité de l'accompagnement. Et l'enjeu, et bien de se dire, on valorise l'ensemble des acteurs qui œuvrent au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on vous a notamment interpellé sur les parties prenantes du plan d'action. L'enjeu étant bien d'améliorer le fonctionnement de vos établissements et l'accompagnement des personnes. Donc voilà, au travers de ces différentes étapes, on voulait pouvoir vous présenter de façon assez pédagogique les enjeux au travers de la mise en œuvre du plan d'action. Et on vous propose d'illustrer ces propos au travers d'un retour d'expérience qui a été réalisé par Corinne Séché, qui s'excuse, qui a une contrainte, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc, Corinne Séché, elle est directrice d'un établissement qui s'appelle la résidence Françoise d'Andigné. Et donc, on a pu enregistrer au préalable son retour d'expérience qu'on vous propose de partager. Bonjour Corinne, dans la continuité de ce MQMS sur le plan d'action, il nous semblait important de pouvoir associer au message pédagogique un retour d'expérience d'établissement. Donc on vous remercie pour avoir accepté de participer à ce retour d'expérience. Alors je vais vous laisser vous présenter Corinne et présenter votre établissement à nos interlocuteurs. Donc Corinne Séché, je suis directrice de la résidence Françoise d'Andigné qui est située à Mauches-sur-Loire. C'est une résidence qui accueille 120 résidents en hébergement permanent. On a une unité de 6 chambres d'hébergement temporaire et pour accompagner tous ces résidents, on a une équipe de 90 salariés en CDI, sans compter les remplaçants évidemment. Merci Corinne. Donc, concernant cette première étape qu'on vient d'évoquer sur l'identification des sources, comment ça se matérialise, vous, au sein de votre établissement? Sur quoi vous vous appuyez, en fait, pour élaborer votre plan d'action? Alors, dans un premier temps, on s'est effectivement basé sur notre projet d'établissement qui a été écrit collectivement en 2023. Voilà, mais aussi sur l'évaluation de la Haute Autorité de Santé qu'on a eue en juin 2023, qui a fait ressortir des forces, mais aussi des axes de travail et d'amélioration importants. On a aussi eu une inspection dans le cadre des missions d'inspection sur la bientraitance dans les ESSMS en novembre 2024, qui a aussi fait ressortir des axes d'amélioration. On s'est basé aussi sur l'analyse de nos événements indésirables depuis plusieurs années. Voilà. Et puis de manière un peu plus interne, on prend en compte ce que peut nous remonter le CSE, les élus du CSE, qui ressort aussi des réunions de synthèse d'équipes d'unité, du conseil de vie sociale. Et puis si on parle des usagers, donc des résidents chez nous, on propose 4 conseils des résidents auxquels sont invités l'ensemble des résidents dans l'année, et c'est aussi des moments où on peut recueillir leurs paroles et voir émerger des axes d'amélioration. Très bien, merci. On voit l'importance d'associer en fait vraiment l'ensemble de ces sources. Si désormais on zoome un petit peu plus sur les thématiques que vous avez pu identifier, alors j'imagine qu'elles sont un certain nombre, mais est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes qui vont peut-être être le fil conducteur de ce retour d'expérience? Oui, alors je vous propose de vous en donner 3. Il y en a d'autres évidemment, mais en tout cas nos 3 plus importantes. Il y avait d'abord le circuit du médicament,
Ensuite, l'accompagnement individualisé des résidents. Et puis, pour terminer, la bientraitance et la lutte contre la maltraitance. Merci Corinne. Et donc concrètement, comment ça se décline en termes d'objectifs? Parce qu'on voit bien que c'est des thématiques qui peuvent être partagées par plusieurs des établissements qui participent. Mais comment vous avez matérialisé ça et transcrit ces éléments en objectifs plus concrets? Eh ben, concrètement, on a un premier objectif qui était améliorer la sécurisation du circuit du médicament. Ensuite, s'assurer de la personnalisation des accompagnements des résidents. Et enfin, promouvoir la bientraitance et lutter contre les maltraitances. Voilà comment on a décliné nos objectifs. Et donc, en termes d'action, comment ça va se matérialiser? Parce que voilà, je pense que l'ensemble des établissements sont confrontés à cette difficulté de passer à l'action. Donc, comment vous l'avez transposé et incarné? Alors, je vais vous donner quelques exemples d'actions pour chacun des objectifs, si vous voulez. Pas tout, hein, parce que ça peut être un peu long, mais voilà, sur l'amélioration de la sécurisation du circuit du médicament. En exemple d'action, par exemple, on avait déménagé le local médicament dans un espace plus sécurisé, sécuriser ces espaces de stockage soit par des poignées à code, donc avec l'achat de matériel, soit par des tiroirs sécurisés, et puis un gros travail sur la distribution ou l'aide à la prise des traitements le matin qui était faite par les agents hôteliers, mais on souhaitait que ce soit les aides-soignantes qui le fassent. Donc on a fait un travail, on avait un objectif que ce soit les aides-soignantes qui puissent faire ce travail-là. Et du coup, on avait aussi tout un travail à faire sur la sensibilisation à l'identito-vigilance. Voilà, sur ce sujet-là, sur notre objectif de s'assurer de la personnalisation des accompagnements, dans notre plan d'action, on avait dans un premier temps former nos managers de proximité qui allaient être les porteurs de ce projet-là, que ce groupe de travail composé des managers puisse travailler à l'écriture d'un protocole et d'une procédure, ou encore faire le choix d'investir dans un logiciel d'aide à la gestion de la vie sociale et des projets personnalisés. Voilà, en exemple d'action pour notre deuxième objectif. Et puis pour le troisième objectif, par exemple, on avait en action écrire collectivement un plan de lutte contre les maltraitances, mais aussi en parallèle notre charte de la bientraitance à la résidence Françoise d'Andigné, et puis mettre en place des actions de sensibilisation à la bientraitance pour l'ensemble du personnel. Merci Corinne. On voit que ça prend différentes formes, que ça peut être de la formalisation, du travail sur les organisations, des actions de sensibilisation, de formation, et puis des choses aussi matérielles, j'ai envie de dire, qui aident à l'atteinte des objectifs. Si maintenant on met en lien ces actions avec qui doit les mener, qui est en charge et qui pilote ces éléments, comment vous vous êtes organisé au sein de l'EHPAD d'Andigné? Alors déjà chez nous, c'est pas la directrice qui pilote la qualité, et puis on n'a pas de qualiticien. Donc on a vraiment fait le choix de piloter la qualité collectivement. Donc c'est le comité de direction et l'ensemble des managers qui pilotent la qualité chez nous, avec chacun ses spécificités. Par exemple, la coordinatrice des accompagnements et des soins, elle va être plus pilote pour tout ce qui est sécurisation du circuit du médicament. Voilà, on a vraiment fait le choix que ce soit porté par plusieurs personnes. Et puis après, si je prends la sécurisation du circuit du médicament, il y a les pilotes, mais il y a aussi après les référents ou en tout cas les gens sur lesquels s'appuyer. Là, c'est la coordinatrice des accompagnements et des soins et les infirmières. Alors, ça aurait pu être un médecin co, mais on n'en a pas chez nous. Donc, voilà, c'est pour ça que ce choix-là a été fait. Sur les projets d'accompagnement personnalisé, c'est pareil, c'est pas une personne qui pilote ce projet-là, c'est l'ensemble des managers de proximité. Donc, les 2 coordinateurs des accompagnements et des soins, la gouvernante, la coordinatrice du pôle de vie sociale, la psychologue. Et puis sur la bientraitance et la maltraitance, c'est le comité de direction qui
qui pilote cet axe de travail-là. Par contre, pour l'ensemble des axes, quels qu'ils soient, hein, ces trois-là et les autres, évidemment qu'il y a des pilotes ou des référents un peu plus spécifiques, mais on a aussi des groupes de travail pluridisciplinaires et interprofessionnels sur chacune des thématiques. Merci. On voit bien cette répartition entre pilote et contributeur et le fait que ça soit une démarche participative. En termes d'échéance, en fait, comment est-ce que vous vous êtes organisé pour pouvoir planifier les actions que vous aviez définies? Alors c'est indispensable hein, de faire un calendrier des actions et des échéances. Les choses importantes, je pense, dans ce calendrier ou ces échéances, c'est d'abord de se fixer les priorités. Moi, si je prends les trois exemples dont je vous parle depuis tout à l'heure, évidemment que la sécurisation du circuit du médicament, elle était prioritaire parce que les erreurs de distribution de médicaments, elles peuvent avoir des conséquences très graves sur les résidents. Donc, il fallait aller sur ce sujet-là très très vite. Et puis, je dirais qu'il faut que au regard et de nos échéances à venir plus institutionnelles, c'est-à-dire la réécriture du projet d'établissement par exemple, ou la prochaine évaluation, ça aussi, ça doit nous aider dans notre planification. Et puis, je pense qu'il faut se fixer des objectifs, mais aussi des échéances qui soient réalisables, réévaluer régulièrement et pouvoir aussi s'autoriser à repousser une échéance si on pense que en fait il nous faut 6 mois de plus pour mener à bien ce projet et pouvoir vraiment que ça rentre dans la culture de l'établissement ou que ça soit et puis que ça ait du sens, qu'on prenne le temps pour que ça ait du sens pour tout le monde. Mais c'est important de se faire un calendrier, mais de l'évaluer tout au long régulièrement et de le réajuster si nécessaire. En effet, on voit que c'est ce qui va aussi incarner l'amélioration continue et l'enjeu n'est pas d'avoir tout fait pour demain, mais de bien avoir quelque chose de progressif et qui évolue au fil du temps. En termes d'indicateurs, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, alors toujours en lien avec les exemples que vous aviez pris? Eh bien, par exemple, sur la sécurisation du circuit du médicament, en indicateur, nous, on était plutôt assez performants sur les déclarations d'événements indésirables liés aux erreurs de distribution de médicaments. Donc, en fait, c'était un bon indicateur pour nous de savoir combien il y en avait et si ça avait baissé. Voilà. Et puis le nombre de professionnels sensibilisés à l'identito-vigilance chaque année. Pour ce qui est des projets d'accompagnement personnalisé, évidemment on peut en indicateur quantitatif aller sur le nombre de projets écrits et annexés au contrat de séjour. Mais sur le qualitatif, on peut aussi aller sur des enquêtes auprès des résidents sur ce sujet-là. Et puis pour ce qui est de la bientraitance, on a participé il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, c'est vous qui me direz, à Regard Croisé sur la bientraitance. Et en fait, l'idée, c'est aussi de se resservir de cet outil qui est vraiment super et qui interroge dans les regards croisés, les résidents, les professionnels et la gouvernance sur la bientraitance. Donc, c'est ce qui est prévu chez nous, en tout cas, de se resservir de cet outil. Et puis, en indicateur, on aura aussi le nombre de professionnels formés et sensibilisés, en tout cas, à la bientraitance. Merci, c'est vrai que vous illustrez bien et le côté indicateur, parce que quelquefois, quand on pense indicateur, on pense indicateur chiffré, mais c'est important aussi de prendre en compte sur des indicateurs plutôt qualitatifs. Alors, comment on fait vivre tout ça? Parce qu'une fois qu'on a identifié tous ces éléments, comment ça s'incarne au quotidien? Je pense que déjà, la chose très très importante, c'est que à tous les niveaux, c'est que ce soit une démarche qui soit co-construite. Elle peut pas être que descendante. Il faut qu'il y ait des groupes de travail pluriprofessionnels, mais aussi à des moments avec l'ensemble des parties prenantes. Ça peut vouloir dire le conseil d'administration. Nous, on est une association, mais aussi des résidents ou des familles, et on l'a fait sur plein de sujets.
Je peux vous donner un exemple sur les projets d'accompagnement personnalisé. Anthony, un de nos coordinateurs, voulait faire un travail sur les référents projets personnalisés des résidents. Eh ben, il a fait plusieurs groupes de travail avec des familles de résidents, une administratrice, des résidents et des professionnels. Et ensemble, ils ont construit, la fiche mission du référent projet personnalisé. Et ça, c'est important. Et puis, pour le faire vivre son plan d'action, mais on en a parlé un petit peu avant, c'est que c'est important de l'évaluer régulièrement et puis de le réajuster et de s'autoriser à le réajuster. Et puis enfin, ça va peut-être venir dans l'étape d'après, mais il y a quelque chose d'important, c'est la communication. C'est oui, souvent là où on a le plus de lacunes. c'est vrai que vous faites la transition, Corinne. Ça vient à la fin, mais c'est l'étape qui est pas la moindre. C'est Non. comment on communique et on suit l'ensemble de ces éléments. Mm. Alors chez nous, sur le suivi et l'évaluation régulière du plan d'action, eh bien, on a un comité de direction tous les mois. Donc, je vais pas vous dire qu'on le fait tous les mois, mais on le fait plusieurs fois par an, ou en tout cas autant que nécessaire. Et puis, pour ce qui est de la communication professionnelle, on a plusieurs canaux de communication. Bon, il y a évidemment le CSE et les comptes rendus des réunions du CSE, mais aussi nous, on a une réunion générale par mois à laquelle est convié l'ensemble du personnel. Donc, c'est aussi à l'occasion de ces réunions générales où on communique sur l'avancée du plan d'action et ce qui va se passer après. En ce qui concerne les résidents, il y a évidemment, comme dans tous les établissements, le conseil de vie sociale. Mais nous, on privilégie vraiment le conseil des résidents parce que ça touche plus de résidents. Finalement, pas que les représentants des résidents. Et puis, en ce qui concerne les familles, moi, je fais plusieurs courriers par an aux familles et on les tient informés aussi de là où on en est et comment on a avancé. Et puis, on fait une réunion des familles par an pour aussi communiquer sur ces sujets-là et sur les projets de la maison et comment on fait pour améliorer la qualité de vie des résidents ici. Ben, merci, Corinne. On voit que vous associez vraiment l'ensemble des parties prenantes. C'est vraiment intéressant en termes de retour d'expérience. Est-ce que vous voulez conclure avec quelques mots sur l'intérêt, le sens de cette démarche, de pourquoi faire un plan d'action et pourquoi le suivre? Je dirais que, alors oui, nos autorités de tutelle nous demandent d'avoir un plan d'amélioration continue de la qualité formalisé. Voilà, donc on doit répondre à cette demande, effectivement. Mais ça n'a d'intérêt que si on lui donne du sens, que si on la construit collectivement, que si on garde toujours en fait notre mission, hein, qui est le résident au cœur des accompagnements. Voilà, on pourrait, moi je pourrais je pourrais écrire un beau plan d'action que j'enverrai à l'ARS et au département. Mais s'il est creux et que on n'en fait rien, ça n'a aucun intérêt et ça n'a aucun sens pour les résidents. Donc je pense que c'est ça, c'est toujours garder le sens de ce qu'on fait et de nos actions. Eh bien, merci beaucoup, Corinne. J'imagine que un certain nombre d'établissements qui sont connectés se retrouveront dans votre retour d'expérience. Si certains ont des questions, on se permettra de vous mettre en contact avec eux à l'issue de ce webinaire. Et encore une nouvelle fois, merci pour ce retour d'expérience. Merci, Émilie. Alors voilà, on vous propose de poursuivre. Je vais juste me remettre sur le diaporama. Alors c'est vrai que Corinne Séché a pu illustrer les différents messages pédagogiques de façon concrète sur comment vit le plan d'action au sein de leur établissement, et elle résume bien à la fin. C'était les quelques notions que je voulais évoquer avec vous et qu'on a évoquées, qui ont été un petit peu notre fil conducteur. L'importance d'associer les différentes parties prenantes, elle l'a dit, et c'est cette co-construction, et également l'importance du sens, en fait, de pourquoi on fait les choses. On vous propose de vous partager, avant de laisser la place aux questions, un certain nombre de ressources pour avancer sur le sujet.
Donc, notamment, on l'a évoqué, tout ce qui est en lien avec les fiches méthodes. Et donc, n'hésitez pas à les consulter et en abuser. Elles sont sur notre site internet. Et puis également au travers des classeurs. Hein, ça, c'est vraiment tout ce qu'on a évoqué est retraduit dans les 4 fiches méthodes managées par la qualité. Elles ont été référencées dans la nouvelle version du manuel d'évaluation de la HS. Donc voilà, vous retrouverez vraiment ces notions clés en lien avec le plan d'action. Le parcours managé par la qualité, on va communiquer prochainement sur le programme de travail 2026, le programme d'action 2026 Calirel. Et donc, vous allez retrouver, entre autres, ce parcours managé par la qualité pour les structures médico-sociales, qui se traduit au travers de temps en présentiel, d'auto-positionnement, de temps d'échange au travers de causeries. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. C'est vraiment quelque chose qui contribue au management par la qualité au sein de vos établissements, et le plan d'action fait partie des thématiques qui sont évoquées. Nos MQMS, on a ciblé sur 2 plus particulièrement, mais vous savez que sur notre chaîne YouTube, vous retrouvez l'ensemble des replays, et donc toutes ces moments de sensibilisation vont pouvoir contribuer à sensibiliser vos professionnels. Et on a zoomé aujourd'hui sur 2 plus particulièrement, un qui est relatif à la démarche qualité et gestion des risques, et puis un second qui est relatif à tout ce qui est en lien avec les événements indésirables, et notamment le kit équipage, parce que c'est aussi ce qui va vous permettre d'alimenter votre démarche de plan d'action. Et il nous reste quelques minutes pour pouvoir partager au travers de ce que l'on a pu voir, aussi bien des messages pédagogiques que du retour d'expérience. Donc, je vous propose de pouvoir allumer vos caméras et vos micros et de nous partager vos questions. Alors, Antoine et Solène, je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui sont arrivées sur le chat. Non, pour l'instant, il n'y a aucune question ni commentaire sur le chat. Alors, n'hésitez pas, on peut prendre un temps, notamment au travers des premières petites questions du quiz qu'on avait pu vous poser. Est-ce que ça vous a interpellé? Corinne Séchet a évoqué un certain nombre de freins et de leviers dans sa structure. Est-ce que vous êtes confronté aux mêmes freins? Quels leviers vous avez mis en œuvre? Alors, peut-être ce qu'on peut redire aussi par rapport aux questions, Émilie, que tu évoques du départ, Oui. c'est notamment les 2 premières questions qu'on vous envoyait en début, voyez, et puis c'est qui s'illustre aussi dans le retour d'expérience et dans tous les messages, c'est que voilà, d'avoir un plan d'action centralisé, c'est quelque chose d'important, et aussi d'avoir cette réflexion sur le nombre, enfin, les actions, est-ce qu'elles sont pertinentes pour répondre à l'objectif? Est-ce ce qu'on vous a dit, mesurable, atteignable? Et voilà, de se dire, est-ce que c'est faisable? Parce que parfois, on voit des plans d'action qui comportent énormément d'actions. Et du coup, de mener cette réflexion, de se dire, bah, est-ce que je vais réussir? Et est-ce que tout est pertinent? Voilà. Ça peut apporter aussi des éléments de réponse pour prioriser par rapport aux petites questions qu'on avait vues au départ. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Moi, j'avais une question Oui, justement. Bonjour, je suis Corinne Le bonjour. Tourneux, enfin, c'est la maison de retraite de Basse-Goulaine. On avait une question justement sur ce plan d'action et sur la traçabilité, parce qu'en fait, il est à peu près constitué comme vous venez d'expliquer, mais du coup, pour garder la traçabilité de tout ce qu'on a fait, on a toutes les actions qui ont été réalisées et qui sont closes. Donc, on finit par avoir un plan d'action qui est super lourd, que bah, clairement, on peut pas imprimer. Enfin, du coup, le truc est, enfin, les actions qu'on doit suivre, comme c'est par thème, elles finissent par être noyées dans toutes celles qui ont déjà été réalisées. Donc, en fait, on a du mal à le faire vivre sur le long terme avec cette histoire de traçabilité. Est-ce qu'il faut retirer, est-ce qu'il faut avoir un plan d'action, j'ai envie de dire, en cours, avec les actions qui sont réellement en cours,
et on garde à côté celles qui ont déjà été réalisées l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Enfin, est-ce qu'il faut garder cette traçabilité-là? Enfin, c'est du coup, quand ça fait quelques années, il s'étoffe, mais il est hyper lourd en fait. Alors, c'est vrai que c'est important de pouvoir garder la traçabilité, vous l'évoquez, parce que quelquefois, on peut se poser la question de quand est-ce qu'on a mis ça en place, quel était l'objectif, etc. Alors, après, c'est vrai que, comme vous l'évoquez, peut-être qu'il faut dissocier les actions qui sont en cours en fonction de l'outil que vous utilisez pour pouvoir zoomer uniquement sur celles qui sont en cours ou à venir et pas être, en effet, pollué, j'ai envie de dire, par les actions qui sont déjà réalisées. Voilà, mais c'est important quand même de garder cette traçabilité, notamment parce qu'on le met en lien avec les échéances du projet d'établissement, des évaluations qui sont sur 5 ans. Donc, c'est important d'avoir cette traçabilité. C'est ce qui permet aussi de valoriser les avancées. Mais si vous avez en effet la possibilité de dissocier pour quand vous faites ce suivi, à un moment de se dire, on capitalise sur ce qui a été mis en œuvre, c'est important, mais on peut le mettre un petit peu à part, entre guillemets, et pouvoir cibler sur les actions à venir et en cours. Je ne sais pas si techniquement c'est possible pour vous au regard de l'outil que vous utilisez, mais c'est vrai que c'est important dans le cadre du suivi de la réévaluation de pouvoir se cibler sur les actions à venir. Mais ne pas perdre quand même, et vous l'avez dit, la traçabilité des actions qui sont mises en œuvre. Ouais, c'est important d'avoir cette traçabilité et du coup, enfin, est-ce que vous pouvez filtrer en fait, C'est ça, oui. suivant les outils, que ce soit aussi des outils liés à un logiciel ou tout simplement un tableur Excel, C'est à euh, Excel. et ben en fait, vous faites des filtres Oui, et vous mettez en cours réalisé et à réaliser, par exemple, et comme ça, vous pouvez filtrer et faire afficher uniquement ce que vous souhaitez afficher, quoi. Voilà. Merci. Merci à vous. merci. Il n'y a pas forcément de questions, mais des remerciements pour la présentation et le retour d'expérience. Eh bien, écoutez, il est 12h01. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, alors vous pouvez toujours nous les adresser a posteriori sur la messagerie contact. On vous y répondra avec grand plaisir. Et puis, de toute façon, le replay va être mis à disposition pour vous dire qu'on clôture l'année des MQMS et vous annoncer le prochain qui sera donc le 23 janvier 2026. Les vendredis, on garde le jour du vendredi à 11h pour notre rendez-vous mensuel. Donc, il sera ciblé sur le projet d'établissement. Et on profite au nom de toute l'équipe de Kelly pour vous remercier pour vos contributions aujourd'hui au travers du quiz et vous souhaiter d'agréables fêtes de fin d'année pour ceux que l'on ne reverrait pas d'ici là. Et vous remercier encore une nouvelle fois pour vos contributions. Merci Solène et Antoine pour la co-animation du jour et merci Corinne Séché pour votre tour d'expérience très éclairant. À bientôt. Au Bonne, revoir. bonne journée.